Voilà, bonjour. Bonjour à tous. On vient donc de démarrer ce webinaire ayant pour thème résiliation d'un bail, notification de renom et reconduction. Et donc on va attendre quelques secondes avant que tous les participants se connectent au webinaire. Voilà, on va encore attendre quelques secondes pour débuter ce webinaire. Merci déjà à tous les participants d'être présents. On a pas mal de monde qui est déjà inscrit là maintenant. On attend encore quelques secondes, mais donc merci à tous d'être présents. Donc, il est 17h30 et nous allons bientôt commencer. Eh bien, on est parti et bonjour Arthur. Comment vas-tu, cher Arthur? Bonjour Corentin, ça va très bien et toi? Très très bien. Tout va bien. La semaine se passe à merveille et je suis ravi d'animer ce webinaire ici avec toi. C'est toujours un plaisir. Je crois qu'on est à notre 3e webinaire commun, c'est bien ça? Eh oui, c'est déjà le troisième. Je suis ravi aussi d'être là parmi vous. Et c'est vraiment super, toujours intéressant d'avoir ton expertise sur des sujets juridiques et vraiment sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui et que je vais juste répéter. Donc, résiliation d'un bail, notification de renom et reconduction. Je te laisse peut-être, Arthur, rapidement te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Arthur Greuels et je suis avocat au barreau de Bruxelles au sein du cabinet Schoops où je pratique principalement le droit du bail et le droit de la construction. Et donc aujourd'hui, c'est pour parler des baux qu'on nous verra. Magnifique. Et donc moi je suis Corentin, je suis responsable commercial chez Smoovin et donc c'est Smoovin qui accueille aujourd'hui Scoops pour animer ce webinaire. Petit rappel avant de commencer le webinaire et vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Ce webinaire va durer environ approximativement 45 minutes. Pour tous les utilisateurs, pour tous les participants, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Pendant la séance aujourd'hui, on va prendre les questions en cours de séance, donc poser un maximum de questions et on les traitera, on espère, toutes les questions. Donc on les traitera durant le webinaire. Donc on vous invite vraiment à poser ces questions pour que le webinaire soit interactif. Peut-être, justement, avant de continuer, est-ce que via le chat, tout le monde pourrait nous indiquer si vous nous entendez bien et si tout est clair pour vous? Alors, je vois que voilà, il y a déjà quelques réponses. Merci. Merci à tous. Voilà, comme ça, on voit que tout fonctionne bien. Parfait. Dernière info, le webinaire sera enregistré et publié sur notre site internet, sur le site internet de Smoovin dans les jours qui arrivent et pourra aussi être envoyé sur demande si quelqu'un souhaite le parcourir à nouveau, enfin le visionner à nouveau par la suite. Pour commencer aujourd'hui, nous allons commencer donc par un petit sondage et vous demander voilà quel type d'investisseur êtes-vous. Et donc via de nouveau en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage que vous allez pouvoir ouvrir à présent et chacun d'entre vous va pouvoir juste de manière anonyme participer à ce sondage. L'idée est de savoir un peu en présence de quel type d'investisseur nous sommes. Donc je vous laisse compléter le premier questionnaire. Quel type d'investisseur êtes-vous? Et donc on voit pour les résultats ici que la majorité des participants aujourd'hui ont 78%, donc 78% ont quelques biens immobiliers en gestion, 11% sont 10% sont des investisseurs immobiliers avérés et 10% se renseignent. Donc voilà, on est majoritairement aujourd'hui en présence d'investisseurs qui ont une certaine expérience. Néanmoins, et c'est ça qu'on va voir avec Arthur, il y aura certainement des infos vachement intéressantes pour chacun. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Et donc on commence par le premier point ici. On va voir un peu de quel type de bail on va parler, parce que comme tout le monde le sait, il y a de nombreux bails dans
dans le droit. Mais Arthur, de quel type de bail allons-nous parler aujourd'hui? Alors donc, aujourd'hui, on va parler principalement et presque en fait uniquement des baux de résidence principale. Donc pourquoi ces baux-là? Alors on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, Corentin, plusieurs fois on a eu l'occasion de faire des petits sondages dans les formations Smooth-in, et c'est le bail qui revient le plus. Donc la plupart d'entre vous, s'ils sont propriétaires d'immeubles et s'ils les ont mis en location, ils vont conclure des baux de résidence principale. Alors j'insiste déjà sur le fait que les règles sont complètement différentes entre le bail de résidence principale et le bail commercial, par exemple, en matière de congé. Donc ici, on va vraiment parler uniquement des baux de résidence principale, et il faut pas confondre, parce que les conséquences peuvent parfois être un peu dramatiques. Ok, très clair, Arthur. Merci pour ces précisions. Et donc, on va commencer par aborder le premier point ici, sur la forme du congé. Qu'est-ce qu'on entend peut-être par la forme ici, Arthur? De quoi parle-t-on? Alors, donc, la forme du congé, c'est vraiment la forme que doit revêtir l'acte de congé. Donc, est-ce que ça doit être un mail? Est-ce que ça doit être un courrier recommandé? Est-ce que ça doit être un exploit d'huissier? Ou est-ce qu'un simple WhatsApp suffit? Donc, c'est vraiment ça qu'on entend par forme du congé. Donc, en principe, il n'y a aucune règle de forme. Ça veut dire que en matière de bail, de manière générale, il y a rien à respecter comme forme, et un congé, même verbal, pourrait suffire. Alors, il y a une exception pour les baux d'habitation. C'est une exception qui concerne uniquement la région wallonne, où il est prévu que le congé doit être notifié par courrier recommandé ou par exploit d'huissier. S'il est notifié autrement, alors il n'est pas valable. Cette règle-là, c'est vraiment une particularité wallonne qui n'est pas applicable à Bruxelles ou en Flandre. Donc en Flandre ou à Bruxelles, si votre locataire vous envoie un petit WhatsApp pour vous dire qu'il a l'intention de partir, alors il a le droit de partir. Même si à Bruxelles et si en Flandre, il n'y a pas de règles de forme qui sont prescrites à peine de nullité du congé, il faut quand même bien garder à l'esprit qu'il va falloir prouver le congé. Donc, si on a notifié un congé verbal, pour le prouver, ça va être très très compliqué. Donc, même s'il n'y a pas de règle de forme, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours faire un écrit, que ce soit pour le bailleur ou que ce soit pour le locataire, toujours un écrit. C'est pas obligatoire à Bruxelles et en Flandre, mais c'est vraiment utile s'il y a des soucis plus tard. Je me permets de t'interrompre, Arthur, tu vas peut-être le dire, mais Gwenaël pose une question ici intéressante. Merci Gwenaël d'ailleurs pour la question. Y a-t-il des infos qui doivent... Parce que, admettons, un locataire envoie un WhatsApp à son propriétaire pour indiquer son renom. Doit-il quand même reprendre certaines mentions obligatoires? Donc voilà, ça c'est les règles de fond. Donc il y a les règles de forme et il y a les règles de fond. Donc il n'y a pas d'éléments qui doivent être obligatoirement être indiqués dans le congé, mais il faut quand même qu'on puisse déduire de ce qui a été indiqué la volonté de mettre fin au bail. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et l'autre élément essentiel, c'est qu'il faut que le congé soit envoyé par l'ensemble des locataires à l'ensemble des bailleurs. Donc si maintenant c'est un couple qui loue à un couple, il faut que les deux locataires adressent leur courrier aux deux bailleurs, sinon il ne sera pas valable. Donc il n'y a pas vraiment de règles sur qu'est-ce qui doit se trouver dedans, mais il faut quand même, d'une part, qu'on sache, qu'on puisse déduire que vous avez vraiment l'intention de partir ou de faire partir votre locataire, et il faut que ce soit adressé par les bonnes personnes aux bonnes personnes. Donc, si le preneur sont deux personnes d'un couple et qu'ils sont tous les deux repris dans le bail, le courrier ou le WhatsApp devra être signé par les deux preneurs. C'est ça, par les deux preneurs. Un WhatsApp, c'est compliqué à signer, donc alors autant envoyer deux WhatsApp. Chacun envoie le sien aux deux bailleurs ou aux bailleurs, de préférence le même jour, parce que sinon après il y aura des questions sur quand est-ce que le congé a vraiment sorti ses effets. Mais donc voilà, c'est possible comme ça aussi, mais il faut quand même... Je vais poser une question peut-être un peu alambiquée, mais si le bailleur est une société immobilière, oui. Dans ce cas-là, si
la société immobilière est représentée par 2 administrateurs, par exemple, comment devra se présenter si un seul des administrateurs fait la demande, ce ne sera pas suffisant? Ça dépend des règles qui régissent la société. Donc, il y a des sociétés où il y a une règle de double signature qui prévaut. Il y a des sociétés où la signature du délégué à la gestion journalière suffira. Donc là, ça dépend vraiment de la société en question. Mais effectivement, si c'est une société, il faut que la personne qui notifie le congé soit en mesure d'engager la société et ait les pouvoirs pour engager la société. Donc ça, c'est vrai que c'est une question intéressante et effectivement, il faut bien faire attention à ces règles-là. Si un congé est notifié par une société, mais qui n'est pas signé par la personne qui est capable d'engager la société, alors il ne sera pas valable. Ici, je vois aussi que Christophe pose une question. Doit-on préciser s'il y a une indemnité à payer? Alors, ça, on y reviendra, mais en principe, quand on met simplement fin au bail sans raison particulière, il ne faut pas préciser s'il y a une indemnité pour que le congé soit valable. Ok, super clair. Et donc, dernière petite info, ça c'est une info plutôt générale qui ne parle pas vraiment de la forme du congé, mais vous allez voir au fur et à mesure de l'exposé qu'il y a des congés qui peuvent être notifiés à tout moment. D'autres congés qui doivent être notifiés à des moments précis. Quand le congé peut être notifié à tout moment, alors le délai de préavis commence toujours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné. Je donne un exemple, ça va être plus simple. Et donc, si vous notifiez votre volonté de partir ou de faire partir le locataire le 28 février, ça commencera le 1er mars. Si vous le notifiez le 2 mars, ça commencera le 1er avril. Donc, on perd 28 jours si on notifie le 2 mars à la place de l'avoir notifié le 28 février. Donc ça, c'est quand même assez essentiel. Et la date qu'on prend en compte, c'est la date à laquelle l'autre partie a pris connaissance du congé ou a pu raisonnablement pu prendre connaissance. Donc si je le notifie le 28 février et qu'il le reçoit le 1er, alors malheureusement, on a perdu un mois. Sauf si je l'ai notifié par WhatsApp à Bruxelles, alors là, il l'a reçu directement, et donc là, ça compte directement. Donc ça, il faut bien y faire attention aussi. La date d'envoi, mais surtout de réception, est fondamentale quand le congé peut être donné à tout moment. Et cette règle, elle vaut, oui, effectivement, même si le bail prend effet le 15 du mois. Donc, quand on peut donner congé à tout moment, le bail ne se terminera jamais un 15 du mois. Il se terminera toujours le dernier jour du mois en fonction du préavis. Voilà, j'espère que... Super clair, Arthur, vraiment. Et merci pour votre question, Catherine et Christophe. Je vois que Christophe indique que le locataire m'a envoyé un renom sans le préciser. Donc, il parle ici de l'indemnité à payer. Mais donc, d'après ce que tu nous as dit ici, Arthur, il n'est pas en tort. Il ne devait pas préciser cette information-là dans son renom. Voilà, donc le congé est valable. Évidemment, l'indemnité sera quand même due. Peu importe par qui elle est due, elle sera quand même due. Même si ça n'a pas été précisé. Ok. Super, ouais. Super. Merci Arthur. On passe et donc Christophe indique qu'il part avant la fin du bail, mais on va revenir sur ces règles de période de préavis tout de suite. Mais donc peut-être on a aussi le cas de figure peut-être le plus courant, ou je sais pas si le plus courant, mais le plus naturel, c'est la fin naturelle du bail. Je te laisse peut-être nous en dire plus, Arthur. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de mettre fin à un bail. Et donc, la façon la plus évidente, c'est effectivement la fin naturelle du bail. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fin naturelle du bail? C'est tout simplement quand un bail d'une durée de 9 ans prend fin à l'issue des 9 ans. Alors, donc, en principe, le bail prend fin automatiquement à son terme. Ça, c'est vraiment un principe. Mais, en matière de bail de résidence principale, il faut quand même notifier à l'avance l'intention de mettre fin au bail. Donc, dans un bail de 9 ans, il faut notifier pour le bailleur 6 mois avant la fin du bail qu'on compte mettre fin au bail à l'issue de cette période de 9 ans. Quand c'est un bail de 3 ans ou moins, alors le congé doit être communiqué 3 mois avant la fin du bail. Et alors, pourquoi est-ce que cette règle existe? C'est tout simplement pour éviter la tacite reconduction qui est sur le slide suivant,
mais moi, je ne sais pas modifier les slides. Donc... Je fais ça tout de suite. Merci. Et donc, oui, tu disais la tacite reconduction. Voilà, la tacite reconduction. Donc, en fait, quand un bail de 9 ans ou de 3 ans arrive à son terme et que ni le locataire ni le bailleur n'a fait part de sa volonté de stopper le bail à ce moment-là, alors le bail sera reconduit automatiquement. Donc s'il s'agit d'un bail de 9 ans, il sera reconduit automatiquement pour 3 ans, évidemment sans préjudice du droit d'indexer le loyer, donc on peut toujours l'indexer même s'il est reconduit. Et s'il s'agit d'un bail de 3 ans ou moins, le bail sera alors considéré comme un bail de 9 ans. Alors pour les baux de 3 ans ou moins, il y a quand même une petite exception, c'est que souvent dans le bail, il est prévu que le bail sera reconduit pour la même durée. Donc typiquement un bail d'1 an qui arrive à son terme, dans lequel il est marqué que le bail se poursuivra pour la même durée, alors il se poursuivra uniquement pour 1 an et il ne se transformera pas en bail de 9 ans. Mais cette règle-là prévue dans le bail, elle ne vaut que pour la première reconduction. Si à l'issue de la 2e année, il y a une nouvelle reconduction tacite, alors ce bail sera effectivement un bail de 9 ans. Et donc cette règle-là doit être écrite pour qu'il y ait cette reconduction sur la même durée. C'est ça, exactement. Mais il est aussi possible de négocier entre parties et de faire une reconduction non pas tacite, mais expresse ou écrite, et de convenir ensemble que le bail sera reconduit pour une durée de 2 ans, par exemple, ou d'1 an. Attention, toutefois, dès que la durée totale du bail dépasse 3 ans, depuis l'entrée dans les lieux du preneur, alors ce sera d'office un bail de 9 ans, peu importe ce qu'en disent les parties. Donc on ne peut pas conclure un bail de 4 ans, parce qu'alors il s'agit d'un bail de 9 ans. C'est ça, même si ça a été mis par écrit et par les deux parties, ça n'a aucune valeur. Voilà, en tout cas en matière de bail de résidence principale. Ok, je vois ici une question de Gabriel, et à laquelle on va répondre plus tard, donc on ne va pas la prendre maintenant, mais donc si le locataire donne son préavis avec départ annoncé dans les 15 jours, que peut-on demander comme indemnité? Je pense qu'on va y répondre plus tard à cette question-là de Gabriel. Plus tard, tout à la fin, je pense, pour ces questions-là. Parfait. Eh bien, donc là, on a vraiment vu la fin naturelle du bail, la reconduction tacite, et on arrive maintenant dans les autres motifs de fin de bail. On va voir qu'il y a des règles pour le bailleur qui ne sont pas les mêmes règles que pour le preneur. Voilà, c'est exact. Donc, tant le bailleur que le preneur disposent de la faculté de mettre fin au bail en cours de bail et avant la fin naturelle du bail. Alors donc, pour le preneur, il y a 3 motifs de fin de bail. Pour le bailleur, tu veux dire? Pour le bailleur, pardon. Il y a 3 motifs de fin de bail. Il y a la fin de bail pour occupation personnelle, la fin de bail pour gros travaux et la fin de bail sans motif. Alors la particularité, c'est que pour le bailleur, on peut prévoir dans le bail qu'il renonce à ses facultés de résiliation, ce qui n'est pas possible pour le preneur. Et le preneur, lui, il y a 2 modes de fin de bail, c'est sans motif et le contre-préavis, qui est un peu particulier et qu'on abordera plus loin. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau aussi, mais normalement, je ne pense pas. Il y avait quand même une info importante plus bas dans le slide, Arthur, c'est que le bail peut prévoir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc pour le bailleur, le bail peut prévoir que le bailleur renonce à ses possibilités de mettre fin au bail pour les motifs qui sont exposés ici. Mais donc c'est juste pour les 3 règles du bailleur et pas du tout pour le preneur. Pas du tout pour le preneur. Question de Catherine, et concernant les travaux, on va y revenir tout de suite, Catherine, oui. Mais c'est une question tout à fait intéressante, effectivement. Et donc, premier cas de figure, résiliation par le bailleur, une occupation personnelle pour un bail de 9 ans. C'est ça. Donc, le bailleur peut mettre fin à un bail de 9 ans, avant la fin du bail de 9 ans, pour occupation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par occupation personnelle? C'est l'intention qu'a le bailleur, soit d'occuper lui-même le bien loué, soit de le faire occuper par un membre de sa famille ou de son conjoint. Alors, pour ce qui est des membres de sa famille, la loi prévoit expressément quels sont les membres de la famille qui peuvent entrer dans cette exception et quels sont les membres qui ne peuvent pas y entrer. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est un peu longue, mais globalement, c'est quand même c'est une famille assez étendue, comme le neveu ou la nièce, par exemple. Et donc, il y a plusieurs conditions pour pouvoir faire usage de cette faculté.
Et la première d'entre elles, c'est que le congé mentionne expressément l'identité de la personne qui va occuper le bien, ainsi que le lien de parenté qu'elle entretient avec le bailleur ou avec le conjoint du bailleur. Si le congé ne mentionne pas cette identité, alors le congé est nul. Donc c'est quand même assez important. Et le preneur peut demander la preuve du lien de parenté, et cette preuve doit être fournie par le bailleur dans les 2 mois de la demande. À nouveau, si le bailleur n'apporte pas la preuve, alors le congé est nul et le bail se poursuit normalement. Ok, donc on continue ici, hein, tu as encore davantage d'infos à nous donner. Voilà, donc ici, comme je vous parlais au début, c'est une résiliation qui peut intervenir à tout moment. Donc de nouveau, le préavis de 6 mois prendra cours à partir du premier jour qui suit le mois dans lequel le congé a été notifié. Si maintenant le bailleur ne respecte pas son engagement, donc si le bailleur ne fait pas occuper le bien par une personne avec qui il possède un lien de parenté, au plus tard 1 an après la fin du bail et une occupation de 2 ans, alors le bailleur sera redevable d'une indemnité de 18 mois pour le preneur, au profit du preneur. 18 mois, c'est quand même conséquent, mais je dois quand même avouer que dans la pratique, c'est assez rare qu'on ait ce genre de recours, tout simplement parce que c'est un litige qui arrive en général 3 ans après la fin du bail, et que soit le preneur a oublié qu'il avait le droit de vérifier, soit il ne sait pas comment vérifier, soit il est passé à autre chose et il n'a pas envie de s'investir dans ce genre de procédure. Et donc c'est possible, si vous êtes preneur, il faut vérifier, et si vous êtes bailleur, il faut bien faire attention à respecter les motifs de résiliation du bail. Si maintenant il y a quelque chose qui empêche vraiment de remplir les conditions, par exemple le décès de la personne qui devait occuper le bien, alors effectivement vous n'aurez pas d'indemnité à payer, pas de souci à ce niveau-là. Et si vous faites occuper le bien par quelqu'un d'autre que celle qui était mentionnée dans le congé, il n'y aura pas de sanction non plus, à condition que cette personne rentrait dans les conditions initiales prévues par la loi. Donc si à la place de le faire occuper par votre frère, vous le faites occuper par votre sœur, il n'y aura pas de souci et il n'y aura pas d'indemnité à payer. Ok, super clair. Passons donc Ah non, on est vraiment... pardon, parce que là on est sur la partie des baux de 9 ans, mais maintenant les règles sont différentes donc pour les baux de 3 ans? Oui, donc pour les baux de 3 ans, il y a des règles différentes. La première règle déjà, c'est que le bail ne peut pas être résilié de cette façon dans la première année. Ça n'existe pas dans les baux de 3 ans, alors que dans un bail de 9 ans, on pourrait imaginer que le bail se finisse dans la première année. La durée de 3 mois, la durée de préavis passe à 3 mois au lieu de 6, donc elle est quand même vachement réduite. Mais en contrepartie, le bailleur sera d'office tenu au paiement d'une indemnité de 1 mois minimum. Donc c'est quand même pas rien, 1 mois pour certains logements, et même pour la plupart en fait. Donc il faut bien faire attention à ça. Si vous contractez des baux de 3 ans, alors il y aura une indemnité à payer quoi qu'il arrive. Si c'était un bail de 3 ans au début, mais que ça fait déjà plus de 3 ans que le preneur est dans les lieux, alors je vous rappelle qu'on est passé sur un bail de 9 ans, et donc qu'il y a un préavis de 6 mois et pas d'indemnité à payer. Philippe avait une question sur les moyens à disposition du preneur pour faire une telle vérification. Donc, alors c'est vrai que pour le preneur, c'est un peu compliqué à vérifier tout seul, mais par contre, les avocats ont accès au registre national et donc peuvent vérifier les liens de parenté et peuvent vérifier qui occupe effectivement le bien, ou en tout cas qui s'y est domicilié. Donc ça, c'est une bonne façon de vous renseigner, c'est de simplement poser la question à un avocat qui pourra faire la vérification à votre place. Et on est d'accord, vu qu'il s'agit d'une personne de l'entourage, enfin de la famille, pardon, du bailleur, un loyer ne doit pas forcément être payé. Non, le bien doit être occupé, ça ne veut pas dire qu'il doit être mis en location, il peut être prêté simplement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que la personne doit être domiciliée? J'imagine que oui. Alors, il n'y a pas d'obligation d'être domicilié, en tout cas pas vis-à-vis des règles en matière de bail. Donc, il y aura peut-être des obligations au niveau administratif, mais pas du tout au niveau
au niveau bail. Par contre, ça reste un bon indice. Si personne n'y est domicilié, on peut facilement présumer que le bien n'a pas été occupé par la personne qui était indiquée, ou si quelqu'un d'autre y est domicilié, qui n'a aucun lien de parenté, on peut facilement se dire qu'effectivement, les règles n'ont pas été respectées par le bailleur. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça reste un très très bon indice. Comme les noms qui figurent sur les boîtes aux lettres font aussi un très très bon indice pour savoir qui occupe effectivement le bien. Ok, super. Merci Arthur. Je propose qu'on passe à la suite. Et donc le deuxième cas de figure pour le bailleur, c'était pour les gros travaux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on entend par gros travaux déjà? C'est une question qu'on va aborder. Et deuxième point sur lequel j'insiste déjà, ici on va parler que de la résiliation par le bailleur lorsqu'il n'a qu'un seul preneur qui habite, donc un seul locataire qui habite dans l'immeuble concerné. Donc la résiliation par le bailleur pour gros travaux, elle ne peut intervenir que dans les baux de 9 ans, jamais dans les baux inférieurs à 9 ans. Il faut que le bailleur ait l'intention de reconstruire ou de rénover l'immeuble. Et donc, on revient ici sur la question de Catherine, justement. Les travaux doivent être d'un coût qui dépasse 3 années de loyer. Ils doivent affecter le corps de logement occupé par le preneur. Donc, si ils affectent l'appartement d'en face, alors ça ne fonctionne pas. Et ils doivent évidemment respecter les règles urbanistiques et l'affectation de l'immeuble. Il n'est pas question de transformer un immeuble de logement en cinéma sans les autorisations urbanistiques nécessaires. Le bailleur doit communiquer au preneur tous les éléments techniques qui permettent au bailleur de vérifier si effectivement les règles urbanistiques sont respectées, si les travaux vont affecter le logement du preneur et si les coûts dépassent 3 années de loyer. Et ces travaux doivent commencer dans les 6 mois qui suivent la fin du bail ou le départ du preneur et être terminés dans les 24 mois qui suivent cette fin du bail ou ce départ du preneur. Donc, il faut faire ces travaux de manière assez rapide parce que 24 mois, ça peut passer vite en matière de construction, mais ce sont ici plutôt des travaux de rénovation, donc en général, c'est quand même possible. Alors, si maintenant vous êtes confronté à de grosses difficultés qui vous empêchent de réaliser les travaux dans les délais convenus, alors effectivement, alors vous ne serez pas tenu au paiement d'indemnité. Dans le cas contraire, si vous n'arrivez pas à démontrer qu'effectivement il y a eu un problème qui vous a empêché de réaliser les travaux, alors malheureusement une indemnité sera due. Ok, ouais, on voit effectivement que cette règle de 24 mois peut être assez contraignante. Catherine nous demande donc s'il n'y a pas de besoin de permis pour les travaux de rénovation, il faut fournir le devis de l'entrepreneur. Alors effectivement, s'il n'y a pas besoin de permis, on ne fournira pas les documents urbanistiques parce que ce n'est pas nécessaire, mais le devis de l'entrepreneur peut constituer un document technique ou le contrat que vous avez conclu avec l'architecte, idem, ça peut servir de preuve du coût des travaux. Ok. Dans le cas où il y a une vérification, quoi. C'est ça. Ok. Et donc ici, dans tous les cas, vous devrez faire un préavis de 6 mois, mais ici, on n'a pas affaire à une résiliation à tout moment, comme celle qu'on a pu voir jusqu'à présent. La résiliation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un triennat, donc après 3 ans ou après 6 ans. Alors pourquoi pas après 9 ans? Mais tout simplement parce que si on arrive au bout des 9 ans, on ne va pas choisir de faire une résiliation pour gros travaux, parce qu'il y a toutes ces règles un peu restrictives. On va choisir la fin naturelle du bail, et ce sera bien plus simple pour le bailleur. Mais donc voilà, ça ce sont les règles. Moment de la résiliation, c'est à l'expiration d'un triennat, et donc le préavis ne commence pas le premier jour du mois qui suit. Il commence dès la notification, tant qu'il est d'un minimum de 6 mois, et il se finira d'office à la fin du triennat. Donc si vous voulez faire des gros travaux, vous pouvez le notifier 1 an à l'avance, mais il se finira à la fin du triennat.
C'est ça, donc ça doit être fait au moins 6 mois avant la fin du triennat. C'est ça. Mais je pense que c'est une info importante. Ici, ça concerne des travaux, mais pas dans le cadre d'une acquisition d'un nouveau bien. C'est ça, tu Oui. m'expliquais ça, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, dans le cadre de l'acquisition d'un nouveau bien, il y a d'autres règles de préavis qui existent, qui sont bien plus laxistes que de nouveau cette résiliation par le bailleur pour gros travaux. Donc, si vous achetez un nouveau bien dans lequel vous voulez faire des travaux, ne passez pas par cette résiliation-là. C'est bien trop restrictif. Catherine a une question intéressante. Triennat, ok, mais s'il s'agit d'un problème d'insalubrité signalé par le locataire lui-même? Alors, ça dépend de nouveau ici quelle est la cause de l'insalubrité. Si l'insalubrité est causée par le locataire lui-même, alors on ne passera pas sur une résiliation par le bailleur, mais plutôt sur une résolution pour faute, qu'on n'analysera pas aujourd'hui malheureusement, mais dont les conditions sont différentes et malheureusement pas spécialement plus facile à mettre en œuvre. Et même si le locataire a signalé lui-même le problème d'insalubrité et que c'est un problème d'insalubrité dont il n'est pas responsable, alors si les travaux nécessitent que le locataire s'en aille, il va falloir obtenir soit de son accord, soit de passer par cette procédure de résiliation pour gros travaux. Ok. Montant d'indemnité, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Je n'en ai pas parlé, effectivement. Et donc, effectivement, si les conditions n'ont pas été respectées par le bailleur, il sera redevable d'une indemnité de 18 mois. Et donc, à nouveau, le preneur devra attendre le délai de 24 mois des travaux pour pouvoir vérifier si toutes les conditions ont été remplies. Et donc ici, comment vérifier si les conditions ont été remplies? En posant la question au bailleur et il sera obligé de vous répondre et de vous apporter toutes les preuves nécessaires. Ok. Parfait. Maintenant, ça c'était pour un logement, mais s'il y a plusieurs unités de logement, le système est différent. Voilà, donc on imagine bien que si on veut rénover tout un immeuble qui nous appartient et que dans cet immeuble-là, il y a plusieurs locataires dont les baux commencent à des dates différentes, il va être très compliqué d'y mettre fin en même temps pour faire les travaux dans tout le logement. Donc, le législateur a prévu des règles différentes. La première règle, c'est évidemment le moment auquel la résiliation doit intervenir. Donc ici, la résiliation peut intervenir à tout moment. Donc, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on n'a qu'un seul logement, où la résiliation intervient en fin de triennat, ici, elle peut intervenir à tout moment, à condition qu'elle n'intervienne pas dans la première année du bail. Et on aura une durée de préavis de 6 mois. Je t'interromps ici, mais donc ça veut dire que si on a un immeuble avec 10 locataires, s'il y a un locataire qui est arrivé dans l'année, on ne pourra pas appliquer cette règle-là. On pourra l'appliquer pour tous les autres, mais pas pour lui. Pas pour lui. Ah, oui, okay. Et quand on dit fin du bail, donc ici on voit qu'on a une durée de préavis de 6 mois, ça veut dire que si je mets fin au bail après 7 mois d'occupation, si je notifie mon congé après 7 mois d'occupation, le bail se terminera après la première année. Il se terminera au 13e mois et donc après la première année, donc c'est bon. Donc quand on dit pas durant la première année, ça veut dire que ça peut déjà être après 7 mois en fait. Right. Okay. L'autre condition qui diffère de ce qui se passe lorsqu'on n'a qu'un seul logement, c'est que le prix des travaux doit être supérieur ou égal à 2 ans de l'ensemble des loyers. Donc là, on ne regarde pas les loyers par preneur ou par unité de logement, on regarde sur l'ensemble de l'immeuble et ce n'est pas 3 ans, c'est 2 ans. Pour ce qui est de l'indemnité, par contre, c'est identique, c'est 18 mois. Ok, parfait. Et donc ici, pour revenir un peu sur la résiliation pour travaux, elle ne s'applique pas qu'aux 9 mois. Donc si on a plusieurs unités de logement, si on a 2 baux de 9 ans et un bail de 3 ans, on peut mettre fin au bail de 3 ans pour gros travaux avant la fin des 3 ans, ce qui n'est pas le cas du coup quand on n'a qu'un seul logement, où là c'est applicable que pour les baux de 9 ans. D'accord. Voilà. Maintenant, on a la résiliation par le bailleur sans motif. Voilà. Donc, si le bailleur ne veut pas faire de travaux ou ne veut pas occuper le bien personnellement
mais il veut quand même récupérer son logement, il peut le faire sans motif. La contrepartie du fait de le faire sans motif, c'est qu'il y aura des indemnités à payer d'office. Donc on ne parle pas d'indemnités qui vont sanctionner le non-respect des règles, on parle d'indemnités qui se payent d'office. C'est une résiliation qui peut intervenir de nouveau uniquement à l'expiration d'un triennat, donc pas à tout moment, et qui ne concerne que les baux de 9 ans. À nouveau, il y aura un préavis de 6 mois qui devra être respecté. Donc, le congé devra être notifié 6 mois avant la fin du triennat au plus tard. Et si on met fin au bail après le premier triennat, donc après 3 ans, on devra payer une indemnité de 9 mois. Et si on met fin au bail après 6 ans, on devra payer une indemnité de 6 mois. Si on met fin au bail après 9 ans, alors de nouveau, c'est la résiliation. Enfin, c'est pas une résiliation, c'est la fin naturelle du bail, et donc aucune indemnité ne sera due, à condition évidemment qu'on ait notifié la fin du bail 6 mois avant l'expiration du délai de 9 ans. Et donc, Catherine, et le montant des travaux par rapport à tous les baux, donc oui, c'est ce que je disais, c'est qu'ici, les travaux doivent être d'une valeur supérieure ou égale à 2 ans de l'ensemble des loyers de tout l'immeuble. Ah, ok, voilà. Parfait, merci. Ok, donc ici sans motif, c'est très clair. Et Olivier Pierre demande, et si on a dépassé les 9 ans? J'imagine que c'est par rapport à la résiliation sans motif. Si on a dépassé les 9 ans, ce qui se passe, c'est que le bail est reconduit par période successive de 3 ans. Donc, comme on peut mettre fin au bail qu'à la fin des 3 ans, à chaque fois, ce sera une fin naturelle du bail. Et donc, il n'y aura pas d'indemnité à payer, de nouveau, à condition qu'on notifie la fin du bail 6 mois avant la fin du triennat. D'accord, ok. Ok, très, très clair. Petit sondage maintenant. Et donc, de nouveau, auquel vous allez pouvoir répondre en bas à droite de l'écran, à côté du chat. En tant que bailleur, avez-vous déjà résilié un bail? Et on vous donne ici les différents cas de figure. Je vous laisse à chacun le temps de répondre. Et donc, pour le moment, dans les résultats, on a une majorité qui indique non, ils n'ont jamais résilié un bail. Dans la moitié des cas, dans un, ouais. Ok. Et donc, dans un tiers des cas, oui pour gros travaux, et encore dans un autre tiers des cas, oui à la fin naturelle du bail. Ça est étonnant de voir que pour occupation personnelle, jamais, et sans motif, jamais non plus. Sans motif, c'est vraiment rare. Parce que si maintenant on veut mettre fin au bail parce que le preneur a commis des fautes, alors on va demander une résolution du bail en justice et pas une résiliation sans motif. Donc le sans motif est vraiment rare. Et parce que si le locataire paye ses loyers et qu'on n'a pas l'intention d'y habiter nous-mêmes, ni de faire des gros travaux, alors on n'a pas vraiment de raison de vouloir mettre fin au bail. Donc c'est ce qui explique que le sans motif est vraiment rare. Ok, merci à tous d'avoir répondu à ce questionnaire. Et nous continuons ici sur les résiliations par le preneur. On a vu qu'il y avait 2 cas de figure. Et le premier qui est abordé ici, c'est le contre-préavis. Donc, qu'est-ce que le contre-préavis? C'est lorsqu'un preneur est confronté à une résiliation par le bailleur, donc une résiliation pour gros travaux, sans motif ou pour occupation personnelle. Donc, on a vu que dans ces 3 cas, le préavis est de 6 mois. 6 mois, parfois c'est trop, parfois c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour le cas où c'était trop? C'est que le preneur peut, pendant ce préavis de 6 mois, notifier à son tour un contre-préavis à tout moment qui va durer 1 mois. Donc, je rappelle, comme c'est à tout moment, ce préavis ne prendra effet que le premier jour du mois qui suit et il ne durera qu'1 mois. Donc, ça, c'est pour permettre au preneur en fait, plus de flexibilité dans sa recherche d'un nouveau logement et de lui éviter de devoir payer 2 loyers en même temps. Donc, parfois, ça peut un peu se retourner contre le bailleur. Typiquement, un bailleur qui a soit prévu d'occuper le bien lui-même et qui avait lui-même un bail de son côté, qui met fin à son bail, et en même temps au bail du preneur, qui veut occuper le bien, mais qui doit respecter son préavis de son côté. Comme on a vu qu'il fallait absolument occuper le bien
dans l'année qui suit le départ du preneur. Ce délai d'1 an, il peut commencer plus tôt si le preneur fait un contre-préavis. C'est la même situation pour les travaux. Les travaux doivent commencer dans les 6 mois qui suivent le départ du preneur. Si le preneur part 4 mois plus tôt, alors il va falloir peut-être un peu réorganiser l'agenda des travaux. Donc, parfois, ça peut se retourner un peu contre le bailleur à cause ou grâce à ce contre-préavis. Ça dépend un peu de l'opinion et de la thèse qu'on défend. C'est ça, donc parce que les travaux ne peuvent pas excéder une durée de 24 mois, et en cas de contre-préavis, si le locataire donc part, non pas après 6 mois, mais 2 mois par exemple, le début des travaux, des 24 mois, commenceront à compter à partir du départ du locataire. C'est ça. Catherine nous dit, quid en cas de coloc, si l'on notifie mais que l'autre veut rester mais refuse d'assumer la totalité du loyer? Alors ici, on est vraiment en bail de résidence principale et pas en bail de colocation. Donc pour ce qui est du bail de colocation, les règles sont complètement différentes, vraiment complètement différentes, que ce soit en matière de baux de colocation en région bruxelloise ou en région wallonne ou en région flamande. En plus, les 3 régions ont des régimes vraiment différents sur la colocation. Donc là, ça va être un peu compliqué de répondre, surtout que certains baux sont appelés baux de colocation alors que ce sont des baux de résidence principale ou inversement. Donc, comme ça, sans pouvoir consulter le bail, c'est un peu compliqué de répondre. En tout cas, merci Catherine pour la question et pour toutes les autres questions d'ailleurs. Mais en principe, comme je le disais au début, le renom doit être notifié par tous les locataires à tous les bailleurs. Donc, si on est dans un bail de résidence principale et qu'il y a 2 personnes qui habitent dans le bien, qu'un préavis est donné et qu'un contre-préavis est donné par l'un des preneurs, ce contre-préavis ne sera pas valable s'il n'est pas signé par les deux preneurs. Super, très 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 clair. Maintenant, pour le preneur, résiliation sans motif. Voilà, donc tout comme le bailleur, le preneur aussi peut résilier sans motif, mais le preneur a un peu plus de chance que le bailleur parce que les indemnités sont beaucoup moins élevées et en plus de ça, il peut résilier sans motif à tout moment. Donc, à tout moment, le preneur peut mettre fin au bail et je pense que c'est le mode en fait de résiliation du bail qui est le plus courant en matière de baux d'habitation, c'est quand le preneur décide lui-même de partir sans motif particulier parce que la famille s'agrandit et qu'il a envie d'un nouveau logement ou ce genre de configuration. Dans ce cas-là, il notifie son renom. Il y a un préavis de 3 mois qui devra prester. Donc, pendant ce préavis, le preneur doit continuer à payer les loyers et payer les charges. Et il devra, dans certains cas, payer une indemnité. Donc, le montant de l'indemnité, il varie en fonction du moment où intervient la résiliation. Donc, si c'est un bail de 9 ans et qu'on met fin au bail dans la première année, alors une indemnité de 3 mois sera à payer. Si c'est dans la 2e année, de 2 mois. Si c'est dans la 3e année, d'1 mois. Si c'est au-delà de la 3e année, alors aucune indemnité n'est due. S'il s'agit en revanche d'un bail de 3 ans ou moins, alors l'indemnité sera toujours d'1 mois. Pour fixer le montant de l'indemnité, on va regarder à quel moment va finir le bail. Donc, si c'est un bail de 3 ans, on sait que c'est une indemnité en principe d'1 mois. Si le preneur notifie sa volonté de partir 2 ans et 10 mois après le début du bail, alors plus 3 mois de préavis, on arrivera à 3 ans et 1 mois, et donc aucune indemnité ne sera due. Donc ce qui compte, c'est vraiment le moment de la fin du bail pour déterminer quel sera le montant de l'indemnité à payer. Ok, eh bien Arthur, on est arrivé ici au bout de la présentation. C'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. Je vais peut-être te laisser rapidement présenter le cabinet d'avocats pour lequel tu travailles. Donc voilà, moi je travaille, comme je vous le disais au début, pour le cabinet Scoops. Donc on est plus ou moins 80 avocats qui répartis autant en région flamande, région wallonne, région bruxelloise. Nos cabinets sont à Anvers et à Bruxelles, mais on est vraiment actifs partout en Belgique et on traite
de beaucoup de matières. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter. Et on le dira jamais assez, mais c'est la vérité. Il vaut mieux nous consulter avant d'envoyer son courrier de résiliation qu'après, parce qu'on évite comme ça parfois bien des dommages et des indemnités de 18 mois que tout le monde préfère éviter. On va revenir tout de suite sur la question d'Olivier. Rapidement ici, présentation de Smoothing. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Smoothing est une plateforme web qui permet aux multipropriétaires d'optimiser la gestion de leur patrimoine immobilier. Et donc Smoothing va vous aider, va devenir vraiment un assistant digital qui va aider le multipropriétaire dans le suivi des loyers, des indexations, justement les renouvellements, les ruptures des contrats, sur toute la question des charges aussi, la gestion des régules de charges et bien d'autres choses. On est tant spécialisé sur les baux d'habitation que sur les baux de commerce et de bureau. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une démo, une présentation de l'outil, en visioconférence, en présentiel. On sera un plaisir de vous présenter cela. Et peut-être revenons donc sur la question de Olivier ici, mais si le bail, c'est une bonne question, n'est pas enregistré, le preneur doit-il payer des indemnités? Alors effectivement, la question de l'enregistrement du bail, c'est une question particulière en matière d'indemnité. Donc je ne peux pas répondre oui ou non à cette question, parce qu'en réalité, il y a des conditions pour ne pas payer d'indemnité quand le bail n'est pas enregistré. Donc si le bail n'est pas enregistré, le preneur peut mettre en demeure le bailleur d'enregistrer le bail, et ce n'est que si le bailleur n'enregistre pas le bail dans les 30 jours de la mise en demeure que le preneur peut partir sans indemnité. Donc si le preneur notifie sa volonté de partir avant d'avoir mis en demeure, il sera tenu de payer les indemnités. Voilà. Donc il faut vraiment attendre que la mise en demeure soit restée sans effet pendant 30 jours pour pouvoir prétendre à partir sans indemnité. Sauf si évidemment on est au-delà des 3 ans, là il n'y a quand même pas d'indemnité. Alors maintenant, tout est disponible en ligne, donc il est possible de vérifier en ligne, je pense que c'est un site gouvernemental, je ne sais plus lequel, MyRent, je pense. MyRent, oui. Sur MyRent, on peut vérifier si le bail est enregistré ou pas. Et le preneur peut enregistrer lui-même le bail s'il le souhaite. Ok, on va laisser la dernière question. Voilà, MyRent. Merci Olivier pour cette... Un autre Olivier, merci cet autre Olivier pour cette précision. Merci beaucoup à tous. Un immense merci Arthur. C'était comme d'habitude super intéressant, super clair. J'espère qu'on fera de nombreux webinaires encore dans les mois à venir. Pour rappel, sur notre site internet, donc sur le site de www.smoothing.app, vous pourrez retrouver dans l'onglet ressources tous les webinaires. Et donc, n'hésitez pas à aller les consulter. C'est la possibilité d'avoir l'expertise de professionnels dans leur domaine sur des sujets très pointus, comme c'est le cas aujourd'hui. Un grand merci Arthur. Et merci Corentin, merci à tous pour votre attention et pour vos questions super intéressantes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me contacter ou même à contacter Smoothing. Ils redirigeront vos questions ou ils y répondront eux-mêmes parce qu'ils sont très très compétents. Parfait, merci Arthur. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée, au revoir.